Yo les amis, c'est Guilain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, après beaucoup de temps d'absence, je suis désolé, j'ai voulu retravailler comment j'allais parler de cinéma sur cette chaîne. On va avoir une partie condensée sur cette fin de mois d'août et à partir de septembre, le rythme normalement devrait se lancer convenablement. Et ce pour tous les mois. Et on va commencer, c'est pour ça qu'on a un petit peu ce truc particulier à partir de là, puisque la vidéo va sortir dans les environs du 20 août. Je vais revenir sur les films que j'ai découverts au cinéma ou sur les plateformes en juillet. Donc en gros, la première semaine de chaque mois, à part pour cette vidéo-là exceptionnellement, vous aurez mon retour sur l'ensemble des films que j'ai découverts du mois précédent. Donc la première semaine de septembre, vous aurez la vidéo sur tous les films que j'ai vus en août et mon avis dessus. L'idée grâce à cette vidéo et grâce à l'ensemble de ces vidéos, vous verrez, c'est non pas d'aller sur une seule qui va à fond dans le détail, à fond dans la critique. Je bosse pas dans le cinéma, je suis juste passionné, j'ai juste envie de parler de films et ma finalité, très sincèrement, c'est de vous donner envie de voir des films ou de vous en déconseiller. On sait qu'aujourd'hui, la vie est de plus en plus chère, c'est compliqué d'aller voir des films, surtout quand on n'a pas l'opportunité d'avoir des abonnements à proximité ou qu'on habite loin d'un cinéma. Donc l'idée de ces vidéos, ça va être de vous dire, voilà ce que vous pouvez aller voir dans votre cinéma si c'est encore à l'affiche ou alors ce que vous pourrez voir dans quelques mois parce que ça ne mérite pas forcément de le voir tout de suite maintenant. Également sur les plateformes, je mets tout en même temps. D'autres vidéos arriveront et je vous expliquerai chacune d'elles au fur et à mesure. Donc on va commencer tout de suite avec les films de juillet 2024, à commencer par mes déceptions. Et oui, puisque nous allons tout simplement procéder par étapes, vous l'avez compris avec cette partie-là, comme ça sera le cas à chaque fois, les déceptions, les oubliables, entre guillemets, ceux que j'ai aimés et pourquoi je les ai aimés, et enfin ceux que je n'ai pas vus, mais qui m'intéressent de les rattraper. Voilà, j'ai pas eu l'opportunité de les voir, des cinémas à proximité de chez moi ne les diffusaient pas, il y a plein de raisons différentes, ils sont partis trop vite de l'affiche, ils n'étaient pas diffusés, bref, tout un tas de choses, on verra ça au fur et à mesure. Donc pour les déceptions, le premier c'est We Are Zombies. Vous le verrez sur mon top de fin d'année, j'ai, au moment où on se parle, 2 films qui proviennent du Canada et plus particulièrement de Québec. We Are Zombies était l'un de ceux qui sortaient cette année qui m'intéressait énormément. Une comédie un peu noire dans le style d'un Zombieland avec le style québécois qui est en train vraiment d'arriver, nous, en Europe et surtout en France. Ils arrivent vraiment à bien exporter leur cinéma. Donc, de l'humour, du gaguesque, des zombies, ça me plaisait énormément. Le film est un pétard mouillé. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai passé un mauvais moment. Je dirais juste que les meilleures parties du film, c'est tout sauf l'humour. On suit 3, et surtout pour les 2 personnages masculins, 2 abrutis. J'ai pas d'autre terme que ça. Ils sont vraiment faits et stéréotypés pour être cons, pour être idiots. Et ça fait que l'humour fonctionne pas parce que des cons qui sont dans des situations, ils se sont mis tout seuls dans leur merde, ça me fait pas marrer. Quand ils sont en souffrance, je me dis, les pauvres gars, déjà, ils sont pas gâtés par la nature et en plus, le monde va mal pour eux. Et d'un autre côté, quand ils réussissent quelque chose, c'est souvent par de la chance ou par le biais du hasard ou de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que j'ai jamais de sentiment d'accomplissement, de suivre leur quête, d'apprécier les personnages. Et donc, tout ce qui est intéressant autour, c'est ce qu'il y a autour du film. Puisque, pour vous le résumer très rapidement, on va pas prendre non plus trop de temps sur les films. We Are Zombies, on va suivre en fait un monde dans lequel les zombies ne mangent pas les humains. On connaît les zombies, on en a vu dans des films, The Walking Dead, Zombieland, etc. existent dans l'univers de ce film. Donc les zombies, à la base, on en a peur. Quand d'un coup, une maladie est arrivée où tous ceux qui sont morts sont revenus à la vie. Et en fait, il va y avoir énormément de questions sociétales sur la condition du zombie, puisqu'ils sont doués d'une légère conscience, même s'ils sont complètement idiots, puisqu'ils sont capables de marcher, de bouger. On va commencer à vouloir les utiliser dans le monde du travail, à plein de niveaux différents. Mais d'un autre côté, ça va dans des questions de surpopulation, de la place du zombie dans notre société. Est-ce qu'on le met comme un animal? C'est un ancien homme, donc est-ce qu'on le met homme ou femme? Mais être humain dans la globalité, donc est-ce qu'on le met à la condition d'un être humain? Donc il y a toutes ces questions-là qui sont intéressantes à poser. Et on va suivre en parallèle de ces 3 personnages qui font du trafic justement de zombies, une grosse entreprise qui en fait, elle va faire l'inverse. Elle va rendre les zombies dangereux en leur implantant justement des choses qui font qu'ils vont se mettre à manger des humains. Et donc, on change la condition pour revenir à celle que nous, on connaît dans la plupart des films. Et tout ça, ça fonctionne bien.
Mais les 3 personnages sont complètement désintéressants à suivre, l'humour fonctionne pas, et vu que c'est censé être quand même une comédie un peu trash, et bah c'est juste trash, mais il n'y a pas de comédie. Gros point fort pour le zombie à la fin, il a un design qui est génial. À la fin, il y a une sorte de zombie boss final, si vous voulez. Il est génial dans son design. Vraiment, ils ont été hyper imaginatifs, mais c'était une déception parce que c'est un film que j'attendais un petit peu dans le genre film de zombie, qui est un genre que j'aime beaucoup. Et pour le coup, il faut le dire, c'était pas très très bon. Et je vous conseille pas forcément de voir We Are Zombies. Le second film, c'est Face à la mer. L'histoire donc de Trudy Edderl, interprété par Daisy Ridley, notre très cher Rey Skywalker de la saga Star Wars Nostalgie by Disney. Et là encore, donc, elle retourne dans une production Disney pour un film sorti sur la plateforme Disney+. On est sur un film de VOD. L'idée, ça va être de suivre justement cette nageuse, donc inspirée d'une histoire vraie, qui est Trudy Edderl, qui est la première femme à avoir traversé la Manche, donc entre les côtes de l'Atlantique et le territoire français. Je sais plus de quel côté elle arrive en France, ça doit être en Normandie peut-être, je suppose, ou en Bretagne, je sais pas exactement, mais bref. Et en fait, l'idée, c'est que en plus de battre ce record, de réussir plutôt, elle va battre le record de temps, alors qu'avant, il n'y avait que des hommes qui déjà l'avaient fait. Et en plus, elle bat le record du meilleur homme par rapport à ça de l'époque, tout simplement parce qu'elle va apprendre à nager le crawl, qui à l'époque n'avait pas le nom crawl, ça avait un autre nom, qui n'était pas vu comme étant la nage la plus logique à faire pour l'humain. C'était vraiment la brasse qui était développée, qui était travaillée par tous les athlètes en natation. Et en fait, elle, en arrivant avec le crawl et en faisant ça avec le crawl, ça fait que, on le sait aujourd'hui, c'est la nage la plus rapide. Elle a défoncé le record de temps. Et on va voir tous les bâtons qu'elle va se prendre dans les roues, surtout par la condition d'être une femme à l'époque. Et en fait, la problématique que je vais avoir avec le film, et ce pourquoi c'est une déception, il fonctionne super bien. L'histoire est entraînante, on a envie de savoir ce qui va se passer pour elle, si elle va réussir ou pas. Donc effectivement, moi j'ai regardé un petit peu... Avant de regarder le film, cette personne, puisque j'aime beaucoup le monde du sport, on était en période de JO quand il est sorti, et du coup je savais tout ce qui s'était passé. Et en fait, mes 2 gros reproches qui font que le film sera une déception, la première, c'est que toute la partie Jeux Olympiques, puisqu'elle a été aussi athlète olympique, est complètement délaissée par le film. On le voit quasiment pas. On voit un aller-retour à un moment, mais en fait, elle a quand même gagné des trophées aux Jeux Olympiques avant de réussir ça, et ça passe pas. Ça passe pas dans l'histoire, c'est très très peu raconté. On est vraiment auto-centré sur cette histoire de la traversée de la Manche. Et la deuxième chose, c'est que quand tu te renseignes un petit peu sur cette athlète Trudy Edderl, même si la condition de l'époque fait que c'est une grande femme, en fait, elle n'a pas autant souffert que ce que le film veut nous montrer. Et du coup, il réinvente l'histoire, ou il interprète l'histoire, j'irais plutôt, pour en avoir un message féministe qui va être trop forcé. Je vais aller dans un exemple très précis. Il y a un moment où son coach, qui au final, on le sait nous par la réalisation, mais elle ne le sait pas, ne veut pas la voir réussir. Et au moment où elle fait une première tentative, elle est en train de réussir. Et son coach va l'empoisonner. Pour m'être renseigné sur l'histoire, il n'y a aucune preuve de cet empoisonnement. C'est-à-dire que officiellement, je parle bien officiellement, elle n'a pas réussi l'épreuve due justement à des problèmes intestinaux, un souci sur la nage, etc. Et elle est rentrée, elle a abandonné et elle a considéré qu'avec son coach, ça ne passait pas et ils sont partis d'un accord commun, enfin ils se sont séparés d'un accord commun. Là, on est vraiment où son coach est vu comme l'homme blanc connard par excellence. Et en fait, son histoire à Trudy Edderl est tellement folle que pour moi, il n'y avait pas besoin de rajouter une couche superficielle de féminisme parce que de base, par l'environnement dans lequel elle était, les conditions dans lesquelles c'était très compliqué pour elle de faire cet événement, quand tu lis simplement des histoires sur elle, j'ai lu un début de biographie parce que je me suis vraiment intéressé à cette femme, tu te rends compte qu'en fait, il n'y avait pas besoin de romantiser un petit peu les choses pour en mettre vraiment au cœur du sujet du féminisme trop forcé parce qu'au final, ça aurait quand même été le cas dans un film qui veut raconter vraiment un biopic sa vie. Je ne sais pas si c'est ce que le film voulait, être un biopic très proche du réel. J'en ai pas l'impression parce qu'effectivement, tu vois que sur plein de petits aspects, il y a des dissonances. Mais du coup, ça fait que le film a été une déception pour moi parce que je me suis dit « Ah merde, pourquoi rajouter ça pour aller dans un message qui du coup passe forcé quand tu apprends que ça ne s'est pas réellement passé ?»
Alors qu'au final, la vérité, sans rajouter ce plus, aurait été tout aussi intéressant, voire un moment encore plus intéressant. Pareil, il y a tout un moment où il y a une image symbolique à la fin, je rentre un peu dans les spoilers, où elle va traverser une marée de méduses aidée par sa sœur, etc. Avec toute une symbolique justement autour de l'athlète féminine, de la condition de la femme à l'époque, etc. Qui va traverser vents et marées dans la douleur pour au final réussir son exploit. Ça n'est pas arrivé. Voilà, ce n'est pas arrivé, c'est quelque chose qui a été rajouté, qui est fictif, en tout cas de ce que j'ai lu. Peut-être que je me trompe et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, bon, je le précise sur l'un des films que j'ai le moins aimé, mais si vous aimez cette vidéo, si ça vous intéresse justement qu'on fasse ça tous les mois, qu'on discute des films ensemble et après dans l'espace commentaire, voire peut-être même que cette vidéo on la fasse en live, c'est une possibilité. N'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord ou que vous êtes d'accord sur un film mais que vous voulez qu'on approfondisse le sujet, pareil, l'espace commentaire il est là pour ça. Et évidemment, vous le savez, c'est le nerf de la guerre de YouTube. Pour que la vidéo soit un petit peu mise en avant, pour que le travail soit récompensé et puis pour que je puisse vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif, le pouce bleu, c'est gratuit, ça prend 1 seconde et ça fait plaisir, ça permet de voir que la vidéo vous a plu. Bref, on passe au prochain film. La dernière déception, Largo Winch, le prix de l'argent avec Thomas Sisley et James Franco. C'est autant pour les 2 autres films, c'était vraiment dans l'idée de déception. C'est-à-dire, je pense que c'est pas des mauvais films objectivement. Peut-être c'est pas une bonne comédie pour le coup We Are Zombies. Autant là, je considère vraiment que j'ai vu une merde et j'ai failli sortir de la salle. J'ai bien aimé les 2 premiers Largo Winch. C'est des films d'action français qui avaient un petit peu de gueule, qui avaient des idées pour l'époque. On n'en fait pas forcément toujours des comme ça. Mais alors celui-là, le 10 ans plus tard, il est forcé. Il y a des incohérences à tous les niveaux. Les personnages sont très très mal écrits. J'ai vraiment failli sortir de la salle, je vous jure, à la première scène du film. Je suis une personne, je me rends pas trop compte du jeu des acteurs. Genre, des fois, je sors d'une salle, on me dit, putain, cet acteur, il jouait super mal, ou cette actrice. Je fais, ah, ok, bon, ça m'a pas choqué. Genre, j'aime bien sa gueule, donc j'ai bien aimé le personnage. Là, pour le coup, la première scène du film, c'est le personnage de Thomas Sisley qui est avec son fils, enfin, le personnage du coup, Largo Winch, qui est avec son fils, et ils sont en train de réparer un truc. Et vraiment, tu vois le fils qui s'énerve sur le truc qu'ils sont en train de réparer. Il sort, il commence à mettre son téléphone avec une vidéo YouTube. Et son père lui dit un truc du genre tu fais quoi? Allez, reviens, tu finis ce que t'as commencé en gros. Et le fils qui fait ouais, je regarde un tuto. Et en fait, genre, la scène, elle est tellement forcée pour juste essayer de te montrer la situation entre les 2 personnages, la dynamique entre le père et le fils. Donc, de faire ce côté d'un fils qui abandonne et qui part perdant. D'un autre côté, un père qui est peut-être un peu fort, un peu brutal dans son éducation. De montrer aussi qu'il y a une opposition entre les 2. Donc, il y a une difficulté dans la paternité vis-à-vis de son fils. Mais en fait, toute cette dynamique-là, elle est tellement surjouée, fausse, et la scène fait tellement fausse que je me suis vraiment dit « Waouh, le gamin, il joue super mal. » Et en fait, premier degré, heureusement, on le revoit plus du film après ça. Parce que franchement, le gamin, j'ai rien contre lui. Peut-être qu'il fera une très belle carrière et je lui souhaite. Mais là, vraiment, sur ce moment-là, c'était super mal géré dans le film. Et en fait, c'était ça tout le long. Les scènes d'action, il y en a certaines qui sont un peu cool, mais il y a des trucs qui sont tellement tirés par les cheveux. Je suis désolé, je vais spoiler, mais à la fin, quand le personnage de James Franco, il se fait planter le truc dans le dos et qu'il arrive à se barrer. Enfin, je suis désolé. Oui, il a un truc dans la génétique qui fait qu'il ne ressent pas la douleur. Mais on le voit quand même, quand il se prend un coup de couteau là ou qu'il se fait planter dans la main, il se soigne derrière, il saigne. Ne pas sentir la douleur ne veut pas dire que son corps ne subit pas. Peut-être que sa main aura plus de difficultés parce que ça a touché un nerf. Ou en tout cas, même s'il ne l'a pas, il a quand même un trou dans la main qui peut être emmerdant un peu tout le long de sa vie. Et il a perdu du sang, donc il faut quand même le soigner, s'en occuper pour pas qu'il se vide de son sang et qu'il crève. Je veux dire, même s'il ressent pas la douleur, tu lui coupes un bras, si tu lui fais pas un garrot, il meurt, James Franco. Il se fait planter un putain de truc comme ça dans sa colonne vertébrale. Même s'il ne le ressent pas, le mec est tétra en fait. Là, normalement, il est tétraplégique, il est en fauteuil roulant et il n'y a plus de James Franco comme méchant dans une hypothétique suite. Je sais même pas si le film fonctionne ou les critiques, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça calamiteux. J'ai trouvé ça très laid, vraiment, sur les scènes de combat. Enfin bref, je n'ai rien à garder de ce film. Et je suis déçu parce que les 2 premiers étaient bons, mais c'est vraiment dans cette idée opportuniste à la méthode Hollywood de on sait pas quoi faire. Donc au lieu de faire un nouveau film d'action avec du budget qui aura de la gueule,
Bon, on va payer cher Thomas Sisley parce que je pense qu'il a pris un très bon chèque, Pépère, vu qu'il commence à faire sa promo un peu partout. James Franco qui a un grand nom américain, donc forcément je pense que Pépère il a aussi pris un peu d'argent. Derrière on met des parfaits inconnus pour la plupart des seconds rôles. Et puis bah on prend un nom connu, Largo Winch. Et puis bah voilà, basta. On a ça, c'est bon, ça va ramener de l'entrée. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs j'ai écouté une vidéo où il y avait justement la productrice du film qui en parlait. Et c'est drôle, elle expliquait que dans les 2 premiers films, le créateur de la BD Largo Winch, puisqu'à la base c'est une bande dessinée française, était très présent dans la production des 2 premiers films. Sur celui-là, il a quasiment été pas présent du tout. Enfin, en tout cas, l'une des personnes, parce que je crois que l'un des 2 est décédé et l'autre a pris sa retraite ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais en tout cas, sur les 2 premiers films, il y avait une personne liée à la bande dessinée qui était très présente dans la production. Sur ce film-là, pas du tout. Et ils sont même allés dans une idée, c'est de se dire, si le film ne lui plaît pas, si l'interprétation qu'on en fait lui plaît pas, tant pis, on a quand même les pouvoirs parce que maintenant Largo Winch nous appartient, mais c'est bien d'avoir son accord. Bah ça en fait une merde. Voilà, quand vous comprenez pas le médium sur lequel vous faites et que vous utilisez juste une licence à peu près connue française pour essayer de faire de l'argent, bah ce qui se passe c'est que vous faites un mauvais film. Ça restera pas dans l'histoire, ce sera une suite de trop qui gâche une saga globale comme on l'a dans beaucoup, et voilà, ça ira pas plus loin que ça. Je suis pas déçu parce que j'ai pas d'attachement particulier à Largo Winch, mais je sais que c'est une BD qui est très réputée. Je sais que les 2 premiers films, il y a des vrais fans parce que c'est des bons films d'action français, et je suis déçu qu'on ait fait cette merde. Je suis aussi déçu pour James Franco parce que j'aime plutôt bien l'acteur. Thomas Sisley, j'ai rien de particulier avec lui, donc très sincèrement, ça me fait ni chaud ni froid. Mais voilà, Largo Winch, le prix de l'argent, c'est l'une des plus grosses merdes que j'ai vues cette année, et vraiment, je considère vraiment que c'est un mauvais film. Voilà les amis. Les oubliables, important, on va passer très vite dessus puisque bah, comme leur nom l'indique, ils sont totalement oubliables. Le premier c'est Moi Moche et Méchant 4 avec les super mignons. Bah, c'est un nouveau film Moi Moche et Méchant. Alors étonnamment, la saga Moi Moche et Méchant, je crois que je les ai quasiment tous vus au cinéma. Ma copine aime plutôt pas mal les films Moi Moche et Méchant, les mignons et tout. Et je crois qu'à part le premier, dès le deuxième, j'ai dû tous les voir au cinéma avec elle. Et pour le coup, à chaque fois, je peux pas aller plus loin que ça. Je passe un bon moment. J'ai jamais eu ce sentiment trop de la suite de trop, la suite où ils savaient pas trop quoi raconter. Mais bon, à part le premier, Moi Moche et Méchant, peut-être éventuellement le deuxième qui avait 2-3 idées sympas. Bon, ils essayent de renouveler en allant un peu dans le nawak, là, les super mignons qui parodient un peu le côté super-héros à la fin, qui est assez drôle pour le coup, et qui est peut-être la meilleure partie du film. Pour le reste, c'est les dynamiques habituelles avec Gros et sa famille. Maintenant, il a un fils qui l'apprécie pas, donc il y a la question de la paternité. Ah, point commun avec le prix et de l'argent d'ailleurs. Mais bref, c'est un bon film, vous passerez un bon moment, encore plus si vous avez des enfants, et ça ne va pas plus loin, c'est totalement oubliable. Je ne le reverrai très certainement jamais de ma vie, et ça me fera absolument rien de ne pas le revoir. Mention spéciale à ces 5-là, et c'est pour ça que je les mettais à l'écran. Ça se moque plutôt pas mal des super-héros actuels, et du coup, ça fait une scène qui est plutôt sympathique. Le suivant, on va aussi parler de super-héros, puisque c'est Deadpool et Wolverine. Je n'ai pas envie de passer beaucoup de temps sur ce film parce que je considère qu'il n'a rien d'intéressant à raconter. C'est pas une déception, c'est pas une réussite, c'est tout à fait oubliable. On a aseptisé le Deadpool du premier film puisque j'ai un attachement pour le premier film Deadpool. Moi, c'est un film que j'aime vraiment bien. Il fait partie d'ailleurs de ma Blu-ray Tech. J'aime bien le premier film Deadpool. Et puis bah du coup, malgré le fait que celui-ci soit gore, ça ne suffit pas pour en faire un bon film. Même si pour le coup le gore fonctionne plutôt bien, il faut le dire. Le duo, la dynamique entre Hugh Jackman et... Enfin, Wolverine et Deadpool, mais donc Hugh Jackman et Ryan Reynolds fonctionnent aussi bien, il faut le dire. Les caméos, moi j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que c'est sympa de faire des caméos qui rendent hommage à la Fox, qui concluent des histoires. Même cette blague avec le personnage de Gambit, spoiler. Je trouve que c'est plutôt pas mal. De toute façon, le film était sorti depuis 3 jours. Il y avait déjà des scènes sur Twitter et sur Instagram. Je sais pas comment les gens y font, mais ça va tellement vite aujourd'hui dans des qualités folles. Enfin bref. Mais bon, le film est pas très joli en termes de réalisation. Je trouve ça vraiment vraiment fade. C'est totalement oubliable en termes de réal. Ça fait que en fait, ça fonctionne sur Wolverine parce qu'on a une iconographie autour de lui d'un personnage qu'on a déjà vu sur, je crois, 6 ou 7 films. Deadpool sur 2 autres films.
mais sur le film en lui-même, il n'y a rien qui est mémorable, il n'y a rien qui reste en tête. Ça sert de transition pour à la fois foutre dans la gueule au multivers, aller sur leur nouvelle saga qui commence déjà à s'écrouler sur elle-même avec les acteurs, les machins, bidules. Je ne vais pas rentrer dans la polémique Marvel. Moi, aujourd'hui, Marvel, ça ne me fait plus du tout d'effet. J'ai beaucoup de films auxquels je reproche beaucoup de choses avant même Endgame et Infinity War. Je considère qu'il n'y a pas forcément un palier de c'était mieux avant Avengers Endgame et actuellement ils font de la merde. Je considère qu'ils faisaient déjà de la merde à l'époque et qu'il y a même leurs plus grosses merdes font partie des phases d'avant. Ils font des fois des bons films, ils font des fois des très mauvais films, ils font souvent des films moyens, voire moyens moins. Ils ont pour moi fait qu'un seul chef-d'œuvre, c'est le premier Avenger, parce que la réalisation suit les idées. Pour le reste, c'est très souvent moyennasse en termes de réal, donc ça va jamais plus loin qu'être du divertissement. Bref, je m'évade. Deadpool et Wolverine, à mes yeux, ce sera oubliable, et c'est même d'ailleurs quasiment oublié, parce que tous les moments qui auraient pu être fort puissants dans la mise en scène ne le sont pas. Le combat à la fin, on aurait pu avoir un plan séquence comme les Gardiens de la Galaxie. Le combat à la fin, le combat avec tous les caméos, on aurait pu avoir un gros plan séquence hyper sympa. Le réalisateur n'est pas capable de faire ça parce que c'est pas James Gunn. La scène de fin où il se sacrifie, mais pas vraiment, mais machin. Ou la scène avec tous les Deadpool aurait pu être ultra fun et au final, elle est pas intéressante dans ce qu'elle propose. Donc on l'a vu et on l'oublie aussitôt. Bref, Deadpool et Wolverine n'a pas grand chose à raconter, donc j'ai plus grand chose à vous dire. C'était parfaitement oubliable. Maintenant, on va passer aux réussites de l'année. Si je dis pas de conneries, il y en a 3. Enfin, de l'année, du mois de juillet, pardon. Les réussites de juillet. Et donc, on va passer avec la première. C'est Horizon, An American Saga de Kevin Costner. Je suis très déçu que le film se soit littéralement cassé la gueule, puisque j'ai passé un super bon moment. Pour vous parler un petit peu de mon affiliation avec les films de ce style, je n'aime pas les westerns. J'en ai essayé beaucoup. Non, j'exagère. J'en ai essayé. Et déjà, c'est plus que d'autres personnes. Mais j'ai jamais réussi à m'affilier avec le style visuel, la personnalité, les personnages qu'on a là-dedans. C'est une époque, c'est un style qui m'intéresse pas, qui me procure pas ou peu, en tout cas, d'émotion. Ceci étant dit, ça fait que je partais avec des a priori. Film de 3 heures en 2 parties, mais ce qui m'intéressait fortement, et comme ça je vous raconte un peu d'histoire en même temps, Kevin Costner était passionné par cette histoire justement et voulait réaliser son grand film, sa grande œuvre. Il s'est battu. Le film n'aurait jamais dû être distribué en France et c'est le coup de bol qu'il a été mis dans la sélection du Festival de Cannes en hors compétition quelques jours avant le Festival de Cannes de cette année, de 2024. Et les bons retours qu'il y a eu à Cannes qui font qu'on a quelqu'un en France, je ne sais plus quelle maison de distribution, enfin distributeur quoi, qui a décidé de prendre le film et de le publier. Malheureusement, il s'est cassé la gueule déjà aux États-Unis, puis en France. Et la deuxième partie, il y a très peu de chances qu'elle sorte ou peut-être directement en VOD ou en support physique. J'attends encore. Moi, j'ai quand même envie de voir cette partie 2, donc j'espère qu'elle apparaîtra un jour d'une manière quelconque en France pour que je puisse la voir. Néanmoins, le film en lui-même, j'ai passé un super bon moment. J'ai adoré l'idée de base de ce film. Donc pour vous l'expliquer un petit peu, essayer de vous donner envie de le découvrir s'il est encore dans votre cinéma, je pense pas, mais en tout cas de le découvrir quand il ressortira ailleurs. En fait, avec Horizon, Kevin Costner va nous faire suivre, si je dis pas de bêtises, ça doit être 4 ou 5 histoires différentes dans la grande histoire de l'Amérique. Et surtout de l'Amérique à l'époque où on avait justement toutes les colonies qui arrivaient, l'expansion des territoires, les Indiens qui, eux, protégeaient les Indiens d'Amérique, leur territoire. Et en fait, on va suivre à la fois un homme des forces de l'ordre qui est interprété par Jake Sully, notre très cher personnage principal de la saga Avatar. J'ai perdu son nom. Sam Worthington, c'est ça. Sam Worthington. Donc on va le suivre lui dans une bourgade qui est vraiment bien clôturée, bien protégée, qui commence déjà à avoir presque son système politique à part entière dans sa communauté, dans son microcosme posé depuis un moment dans cette place américaine, enfin sur le territoire américain, dirons-nous. On va suivre le personnage de Kevin Costner qui va être une sorte de... c'est pas vraiment un chasseur de primes, mais on va vraiment être un peu sur ce cow-boy à l'ancienne, ce personnage très, très solennel, très froid, peu expressif, qui va enchaîner les rencontres, qui va enchaîner les emmerdes aussi surtout, et qui va protéger la veuve et l'orphelin, ce sorte de protecteur de l'ombre, entre guillemets, j'ai envie de dire, qui erre sur le territoire.
On va suivre une femme qui va d'abord se poser avec d'autres colons et avec son mari et sa famille et qui vont se faire attaquer une nuit par des Indiens. La scène d'attaque est extraordinairement belle dans sa mise en scène. Et dû à cette attaque, va devoir partir. Des personnages vont se croiser de près ou de loin. Donc on va avoir à des moments des enchaînements. À la fin du film, on va nous montrer une autre colonie qui est en train d'arriver pour s'importer, se poser sur le territoire américain. Donc en fait, voilà, on va suivre plein de petites histoires pour, à travers chacune d'elles et à travers les dynamiques, les enjeux de chacun, nous raconter la grande histoire de la création de l'Amérique. Et ça, pour le coup, et bah j'ai trouvé que c'était super bien. Voilà, j'ai trouvé que le film était magnifique déjà, dans ses plans, dans ses visuels. J'ai trouvé que les personnages étaient tous intéressants. Il y a des histoires qu'on veut plus suivre que d'autres. Mais l'idée de passer d'une histoire à l'autre, ça fait qu'on s'ennuie jamais, surtout sur 3 heures de film. Et à des moments où certains, les enjeux vont être au plus haut, à d'autres, ça va nous permettre justement de relâcher la pression et de suivre plutôt des intrigues secondaires. Donc en fait, le rythme fonctionne, en tout cas à mes yeux, plutôt bien. Et j'avais vraiment envie de voir cette deuxième partie, pardon. Je vais juste avoir un reproche à faire. À la fin du film, ils font une sorte de petite bande-annonce teaser qui fait partie intégrante du film sur la deuxième partie. Vu qu'il n'y a pas de panneau d'affichage visuel vous disant et dans la deuxième partie ou fin et ensuite et prochainement ou quelque chose comme ça, les premières images de cette bande-annonce, on croit que c'est le film qui continue et qu'on n'est pas à la fin. Ils n'ont pas mis de stop, d'arrêt et du coup pendant quelques secondes j'ai fait « Ah mais en fait là c'est le teaser !» Genre là il est fini le film. donc voilà, mais en tout cas Horizon American Saga, je vous le conseille vraiment. Kevin Costner a fait un beau travail sur son film et j'ai vraiment envie d'employer le terme beau et pour le coup j'avais envie de défendre ce film. Le second, Twisters. Je n'ai pas vu le premier Twister. Quand je suis allé le voir, je m'attendais à aller voir un film catastrophe et je me rends compte que je vais voir un film écologique. Et ça marche super bien, principalement porté par Glenn Powell, que vous avez pu voir dans... quoi déjà dans le film avec Tom Cruise, Top Gun Maverick. Et également Daisy Edgar Jones, qui était dans le film que vous retrouvez en vidéo, là où chantent les écrevisses. C'est sorti il y a 2 ans. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. C'est l'une des vidéos qui a le plus fait de vues sur ma chaîne. Et c'est surtout une des vidéos où j'en suis le plus fier. Parce que j'ai adoré ce film à l'époque. Et depuis, je suis cette actrice très de manière proche. Voilà, je sais pas, j'ai plus de vocabulaire, c'est un enfer. Il reste plus que 2 films. Là, on n'en peut plus, les amis. Non, je déconne. Mais en tout cas, Twisters, pour vous faire l'histoire, je sais pas du tout s'il y a un lien avec le premier. Donc, je vais vous parler que de celui-là. Le personnage de Daisy Edgar Jones, donc le personnage féminin qui est au milieu entre les 3 personnages, est une fille qui est passionnée de météorologie et principalement des tornades. Elle vit dans un état américain qui est, je crois de mémoire, le Michigan. J'ai un doute. Bref, je veux pas dire de conneries. Elle vit dans un état américain où il y a beaucoup de tornades. Et un jour, avec des amis, ils vont tester une invention où ils ont peut-être trouvé une technique, une manière de stopper les tornades en mettant à l'intérieur un produit qui va la faire s'éteindre sur elle-même. Et l'idée, la finalité à ça, ça serait justement de mettre ça aux tornades avant qu'elles atteignent des villes, des villages et qu'elles touchent des familles. Donc ça, c'est l'enjeu de base. Un accident arrive, elle perd une partie, pour ne pas spoiler, de ses proches dû à cette erreur, à ce qui va se passer, à cette catastrophe qui va avoir lieu. Et donc, elle va complètement abandonner. Un jour, l'un de ses amis, l'un des survivants avec elle, va aller la chercher, le personnage de droite, et va lui dire « Je bosse depuis des années pour justement une entreprise. J'ai trouvé une solution, j'ai besoin de toi pour m'aider. » Elle y va à contre-cœur. Elle va rencontrer sur son chemin le personnage de Glenn Powell qui joue vraiment le cow-boy texan un peu beauf qu'on a en cliché. Et en fait, le truc particulier, c'est qu'il est youtubeur. Donc en fait, youtubeur / twitcher, il fait un peu de live, mais il est surtout sur YouTube. En fait, il va dans les tornades. Il a personnalisé un van pour pouvoir aller à l'intérieur et filmer dedans et faire 2-3 conneries. Et ensuite, il retransmet sur YouTube. C'est vraiment genre un chasseur de tornades, si vous voulez, à l'américaine, donc vraiment comme on aime. Et ces 3 personnages vont avoir des dynamiques plus ou moins différentes, avec lui comme enjeu de continuer à chasser les tornades, elle de trouver cette solution. Lui, il va y avoir des questions lucratives et bénéfiques, puisqu'il va avoir des partenariats un peu louches. Bref,
Autour de tout ça, on va avoir des grandes scènes grandioses, dantesques, d'attaques de tornades qui vont toucher des villages, qui vont toucher nos personnages, qui vont détruire des villes, qui vont détruire des lieux iconiques américains, en tout cas de ce territoire-là, comme par exemple un moment où il y a un spectacle de cow-boys et de tauromachie. Donc voilà, le film était super, j'ai passé un super bon moment. C'est typiquement ce pourquoi je vais au cinéma, pour ce que j'appellerais le film de l'été, le divertissement de l'été, le divertissement popcorn. C'est vraiment ça, les personnages sont attachants, bien écrits, c'est bien réalisé, ça te tient en haleine pendant 2 heures, la tension fonctionne, l'humour fonctionne, les enjeux fonctionnent, il y a des messages à la fin, là ici principalement écologiques, avec des idées de solutions innovantes. Le film t'apporte ce qu'il te promet, du grand spectacle, des enjeux. Il te questionne aussi un petit peu à la fin, il te donne des miettes, donc il n'est pas là que pour divertir, il peut aussi faire réfléchir son spectateur. Et du coup, ça en fait un bon film, tout simplement. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un Inception, je sais pas, un Bienvenue à Gattaca ou ce que vous voulez, ce que vous considérez être un chef-d'œuvre, ou Le Parrain. Jamais vu Le Parrain, désolé. Faudrait que je la regarde un jour. Mais bref, Twisters, c'est ce bon divertissement de l'été que j'aime aller voir, ce pourquoi aussi des fois j'ai envie de poser mon cul au cinéma avec un paquet de popcorn. Je prends jamais de popcorn, c'était pour la blague. Et pour le coup, c'était super bien. Les acteurs avec leur charisme, mais dès qu'ils sont à l'écran, ils explosent l'écran. Surtout elle est mais extraordinaire, Daisy Edgar Jones. Glenn Powell est pas mal non plus, il faut le dire. Donc vraiment, j'ai envie de suivre ces personnages. J'ai envie de continuer à suivre la carrière de ces 2 acteurs. Et j'ai bien aimé ce film. Donc voilà, je vous recommande de découvrir Twisters. Vous en passerez un super bon moment, tout seul, en famille ou en amis. Et pour terminer avec les belles réussites de notre mois de juillet 2024, c'est con parce que c'est celui que vous voyez le moins à l'écran. Ceci dit, attendez, je peux bouger ma caméra. Hop là, je passe au milieu. Superbe, comme ça vous le verrez. Maxine. Je vous mets les 3 affiches tout simplement parce que j'en reparlerai pas comme ça dans une prochaine vidéo. Avec la sortie de Maxine qui a été rajoutée pour vous dire à cette vidéo hier, puisque j'ai vu le film hier. Je n'étais pas allé le voir durant le mois de juillet, mais je le compte quand même puisque la vidéo je ne l'avais pas encore tournée d'ici là. Je n'avais jamais vu cette duologie en tout cas et maintenant cette trilogie de T-West avec Mia Goth. J'ai décidé avec la sortie de Maxine avec Netflix qui a eu les droits légers de Pearl, de me dire allez on découvre les 2 films et si je me motive on va voir Maxine aussi avec ma copine. On a lancé Pearl qui était sur Netflix il y a peut-être un mois de cela, quelque chose comme ça, et le film je l'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré l'ambiance, l'angoisse, le côté vraiment crade et malsain de ce film et je me suis dit waouh. Ah ouais, Pearl, c'est vraiment très 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 bon. Genre vraiment, c'était là quoi. Genre j'étais vraiment heureux d'avoir vu un film comme ça. Je me suis dit, waouh, là je viens de voir dans ce qu'il me propose du très 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 lourd. Ensuite, j'ai regardé X. Et X, j'ai vraiment eu ce côté, ok, je comprends, c'est le penchant de Pearl. C'est plutôt du même niveau. C'est plus classique dans le genre de film puisqu'on est vraiment sur un slasher qui va un petit peu casser les codes puisque dès le début on sait un petit peu qui va être le tueur, on se doute de comment ça va se passer, mais par énormément de thématiques et par les rebondissements en lien avec le film Pearl que j'avais vu du coup avant, ça fait que je voyais ce qui va arriver, je comprenais le lien qui a été fait entre les 2 films puisque j'ai inversé l'ordre par rapport aux sorties. Et du coup, surtout dans la mise en scène, je me suis dit, waouh, T-West, c'est un gars, il a vraiment des idées. Il y avait une idée dans X, c'est ce moment où ce couple de personnes âgées est en train d'avoir un rapport sexuel et que c'est vraiment filmé de haut au-dessus du lit et que tu vois le personnage ramper en dessous pour essayer de s'en sortir sous le lit et sortir de la pièce. Il y a des idées visuelles dans Pearl encore plus, mais je peux pas aller dans le détail dessus parce que c'est pas le but de cette vidéo. Mais vraiment, je me suis dit, ouais, T-West, c'est un mec, il a des idées, il va à fond. Mia Goth, elle a à la fois un visage et un corps qui est très particulier. Et du coup, en fait, elle est tout de suite mémorable. Vraiment, elle te marque l'esprit. Moi, dans Pearl, vraiment, elle a une interprétation. Je me suis dit, waouh, c'est quoi cette femme, quoi. Genre, là, je me suis dit, ça, c'est de l'acting. Là, je me suis dit, waouh, elle m'a emmené dans son personnage, dans le côté malsain de son personnage. Et j'ai vraiment adoré. X, je l'ai aussi beaucoup aimé, mais comme je le dis, plus classique dans son scénario, même si le film était bien. Et du coup, après ces 2 films où je me suis quand même dit dans l'ensemble, c'était super bien,
Bah, j'attendais Maxine, j'imagine comme beaucoup d'entre vous, puisque logiquement, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient vu Maxine sans avoir vu au moins l'un des deux autres, voire les deux autres. Et en fait, je trouve qu'il est vraiment dans la lignée des deux autres. Il est dans cette... donc Maxine qui est sortie cette année, il est vraiment dans l'envie d'être la conclusion des deux autres films et surtout la conclusion de X, puisqu'il suit vraiment X sur les événements qui sont passés donc quelques années plus tard. Mais pour le coup, je trouve que dans la forme et dans la réalisation, le film perd énormément. Je n'ai pas retrouvé le style T-West. Je trouve vraiment que le film aurait pu être réalisé par n'importe qui d'autre. J'aurais pas vu la différence. Pour vous raconter rapidement l'histoire, Pearl est un préquel, donc nous raconte l'histoire de l'un des personnages que l'on voit dans X. X, le premier des 3 films sortis, puisque X date, si je dis pas de bêtises, de 2021, Pearl de 2022 et Maxine donc de cette année 2024, nous raconte l'histoire d'un groupe de jeunes, plus ou moins, mais en tout cas d'un groupe de personnages qui vont en fait tourner un film X, un film pornographique. Ils ont loué au milieu du Texas une grange, enfin une maison à deux personnes. Ces deux personnes, c'est un couple de personnes âgées qui vivent en autarcie, qui vivent sur eux-mêmes dans un grand décor très, très fermier avec leurs petits lacs et tout machin. Et il y a quelque chose de malsain qui se passe avec ces deux personnages, on ne sait pas trop quoi. Et on part sur un slasher comme les autres. C'est-à-dire qu'en une nuit, l'ensemble des personnages vont se faire buter les uns après les autres pour des raisons très particulières. Et ces deux films-là vont questionner la place de la femme dans la société à différents niveaux. La place de la femme dans les films pornographiques et dans l'industrie pornographique avec le film X. La place de la femme, de son rapport à la sexualité également dans X, avec le fait qu'une femme vieillisse, donc l'attirance qu'un corps peut donner à l'autre, comment on peut attirer par son corps, mais également comment un personnage qui nous aime ou non est attiré par notre corps, surtout le corps de la femme. Pearl va aller questionner ça en lien avec ce fameux personnage que l'on voit dans X encore plus en profondeur. Donc vraiment, les enjeux de ce personnage qui sont implantés dans X, on va les voir en profondeur dans Pearl, tout en voyant vraiment sa psychologie. Comment une femme, c'est compliqué pour elle de sortir de son schéma, de sortir de là dans quoi elle est entre guillemets prédestinée, surtout à une certaine époque ou dans un certain contexte socio-culturel. Et Maxine va aller dans le film qui va le plus parler de cinéma, puisque c'est la condition de la femme dans l'industrie du cinéma. À la fois comment elle va devoir tout donner et se démarquer presque en sacrifiant sa vie pour essayer de réussir et de percer et que son nom soit un jour en haut de l'affiche. Et d'un autre côté, comment le passé peut la hanter. Là, ici, un personnage qui a joué dans des films pornographiques, à quel point ça peut la desservir, alors qu'à l'époque, on lui disait que c'est par cette petite entrée-là qu'elle arrivera dans la grande entrée d'Hollywood et du cinéma. Donc voilà, tout ça va se jouer. Et donc, dans Maxine, à côté de ça, on va suivre un personnage qui va tuer des gens, le boucher, je crois, si je dis pas de bêtises, qui va tuer des gens la nuit, principalement des femmes liées au monde d'Hollywood. Et à un moment, en suivant cette enquête policière en même temps avec deux personnages de la CIA, on va remarquer, ou du FBI, je sais plus, on va remarquer que tous ces meurtres ont un lien avec le personnage de Maxine, et elle, en même temps, va recevoir des lettres de chantage, des lettres de corbeau. Un enquêteur joué par Kevin Spacey va aller la voir et va commencer à lui mettre un peu la pression, et tout ça va se conclure avec une fin qui est parfaitement logique et cohérente, et le film va pas plus loin que ça. Le film est logique et cohérent, apporte une fin satisfaisante, mais il ne va pas aller aussi loin que ses deux prédécesseurs, principalement dans sa forme, principalement dans sa réalisation. Et la première chose qui va aussi ça m'a pas dérangé, mais je pense que c'est ça qui fait que dans l'ensemble, le film part un peu plus neutre, un peu moins foufou que les deux premiers, c'est qu'on est quand même sur 3 films qui questionnent la place de la femme, la condition de la femme. Un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que on voit dans X beaucoup de personnages féminins nus, principalement parce qu'on voit des scènes où justement des actes, des rapports sexuels ont lieu durant les moments où c'est filmé pour ensuite être mis dans ce fameux film X qui sont en train de tourner. Dans le film Pearl, on n'a pas forcément de scène où on va sexualiser ou non, mais en tout cas mettre à nu des personnages. Mais en tout cas, on va avoir une mise à nu psychologique, j'ai envie de vous dire. Et quand Maxine commence, on a une toute première scène, c'est une scène où elle va justement passer une audition pour un film. Et à la fin de cette audition, on va dire au personnage est-ce que vous pouvez me montrer vos seins ?
et elle va dire oui, oui, pas de problème. Et on va pas les voir, nous en tant que spectateurs. Je dis pas du tout avec cette phrase-là que j'avais envie de voir la paire de seins de Mia Goth, surtout qu'au final, on les a vus dans X. C'est surtout pour vous montrer comment, par cette scène-là, qui en plus par cette parole-là et cet acte qui a lieu dans le film hors écran, on nous montre tout de suite à nos spectateurs, bah voilà, Mia Goth allait passer de actrice peu connue, ou en tout cas qui n'avait pas un grand pouvoir dans X, qui est le premier film de cette trilogie, à aujourd'hui productrice. Et bah dans ce film-là, elle va beaucoup plus contrôler son image. On ne va pas voir sa poitrine mise à nu à l'écran, alors que c'est explicitement dit qu'elle le montre au personnage dans le film. Et du coup, ce truc-là, ça va se remarquer dans tous les aspects du personnage de Mia Goth. C'est-à-dire que je vais beaucoup moins ressentir le côté extravagant, le côté exubérant du personnage de Maxine, alors que tout au long du film, elle va se vendre en tant que je suis différente, j'ai peur de rien, je suis quelqu'un qui n'est pas comme les autres parce que la gloire doit me toucher, je vais tout faire pour que la gloire arrive à moi, etc. Et du coup, tu sens qu'à la fois, dans son interprétation, dans les choix qu'ils ont fait du personnage, dans le nom, dans ce qu'on va pas montrer à l'écran, parce que certainement Mia Goth a beaucoup plus de force et d'emprise sur son personnage et donc sur l'image qu'elle veut renvoyer à la caméra et nous aux spectateurs, et au final, elle paraît plus neutre et du coup moins extraordinaire comme elle a pu l'être dans les 2 premiers films. Et c'est mon reproche principal à Maxine, c'est le personnage de Mia Goth qui est un peu plus neutre, un peu plus fade, ce personnage de Maxine, alors qu'il est aux portes de réussir à Hollywood et on aurait pu justement aller dans un personnage encore plus extravagant, aller peut-être même encore plus loin que son interprétation dans Pearl, pour dire voilà comment elle s'est démarquée, comment elle va essayer de se démarquer et à quel point ça peut ou non lui jouer des tours. Donc effectivement, je dirais que Maxine, objectivement, est le moins bon des 3 films, à la fois par le personnage de Maxine, de Mia Goth, qui je trouve est moins intéressant que dans les 2 premiers films, alors qu'il aurait pu l'être tout autant, voire un petit peu plus, et par la réalisation où je ne retrouve pas le style qu'a imposé Ti West dans des idées de mise en scène originales, dans une manière de filmer qui fonctionne bien, et peut-être aussi, et là c'est beaucoup plus personnel, c'est moins objectif entre guillemets, le fait que là où les 2 premiers films parlent vraiment de la place de la femme dans la société à différents aspects, là on va vraiment questionner la place de la femme dans la société d'Hollywood en tant qu'actrice. Et du coup ce film qui se veut être presque une mise en abîme du système hollywoodien et une attaque directe à comment sont traitées les femmes à Hollywood, au final ça me touche peut-être, même si je suis passionné de cinéma, un petit peu moins dans les questions sociales globales qu'avaient posées les 2 premiers films. Il se veut peut-être au final un peu plus introspectif, un peu moins grand public, et pour autant il conclut bien cette trilogie. Ça en fait une très bonne trilogie du cinéma et je vous conseille de découvrir Pearl, X et Maxine. Je pense dans l'ordre où c'est sorti, donc X, Pearl et Maxine, dans l'autre sens, X, Pearl et Maxine, comme vous le voyez à l'écran. Et du coup les amis, je vous propose pour terminer cette vidéo qu'on passe très rapidement, puisque je ne pourrais pas en parler, sur les fameux films j'ai pas eu le temps, puisque effectivement il y a des films que je n'ai pas eu le temps ou l'opportunité d'aller voir, donc je voulais vous en parler très rapidement et donc je les rattraperai, on en parlera en toute fin d'année s'ils font partie de mes tops ou de mes flops, mais voilà, si jamais vous les avez vus, n'hésitez pas à me donner votre avis, c'est l'intérêt de ce j'ai pas eu le temps, et également peut-être que pour certains vous en aurez pas entendu parler, donc l'idée, même si je les ai pas vus et je peux pas vous dire si ces films sont bien ou non, c'est peut-être par 2-3 petites choses à droite à gauche de vous donner envie de découvrir ces films-là, puisque à mes yeux, ils ont au minimum une chose, c'est qu'ils ont l'air intéressants. Et donc pour ça, hop là, pardon. Voilà, je vais me mettre un petit peu en bas à droite, comme ça vous verrez toutes les affiches, c'est quand même un petit peu plus intéressant pour vous. Donc au niveau des films, on va commencer par un film d'horreur qui est Longlegs avec Maika Monroe et surtout avec Nicolas Cage. J'ai vu que les retours étaient plutôt négatifs ou mitigés en tout cas, mais j'ai vu que c'était plutôt négatif. Moi, le film, principalement par sa communication qui a été très particulière depuis plus d'1 an et demi. En fait, le film, pendant plus d'1 an, a mis des petits teasers, des petits bouts du film sur YouTube, en pub, etc. sans jamais indiquer le titre du film. Juste des images un petit peu flippantes, un petit peu malaisantes comme ça. Et la communication a vraiment été extraordinaire autour de ce film. Et pour ça, je veux voir au bout du compte ce qu'on m'a apporté. Et je pense que c'est pour ça que le film est assez déceptif. C'est que je pense que c'est un film d'horreur qui est plutôt pas mal.
mais qui est un petit peu dans la lignée de d'autres films d'horreur. Il n'est pas non plus là à révolutionner le genre. Mais sa communication, elle, était tellement bonne, tellement hors du temps et hors du commun, qu'en fait, on s'attendait à avoir un truc qui nous explose à la gueule. J'ai pas cette attente-là. Par contre, je suis hypé par ça. C'est un petit peu la nuance que je peux me donner à titre personnel. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu l'onglet, ce que vous en avez pensé. Le deuxième film, c'est Bel Enfant avec Baptiste Le Caplin, que vous devez peut-être connaître. Il a fait quelques films et je crois qu'il provient de YouTube à l'origine. Et surtout avec Marine Bohin. Marine Bohin, pour ceux que ça peut intéresser, elle fait partie de la chaîne YouTube Les Gardiens du Cinéma, qui parle aussi de cinéma. Elle est justement dans le monde du cinéma, elle veut devenir actrice, c'est son premier long métrage. Si je dis pas de bêtises, en tout cas aussi bien distribué. Elle est en plus l'une des deux actrices principales, enfin l'actrice principale de ce film où il y a deux personnages principaux. Je ne l'ai pas encore vu, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais pour elle, parce qu'elle a un lien fort avec YouTube. Les Gardiens du Cinéma sont aussi éditeurs de films, donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube, à aller voir leur site internet, parce qu'ils produisent des films. C'est une boîte de production française pour nous produire des films dans des magnifiques supports Steelbook. Aujourd'hui, ils sont qu'à 3, ils sont tout au début de leur projet. Je vous en avais présenté un dans une ancienne vidéo achat Steelbook. Les 2 prochains sont en commande pour moi. Et du coup, je vous les présenterai d'ici quelques semaines. Donc, j'aurai l'occasion, lorsque je les recevrai, de vous reparler un petit peu de cette chaîne YouTube que j'affectionne particulièrement, avec Sylvain que je salue, si jamais il tombe sur moi, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, Jules, qui fait également partie de cette équipe, qui est lui réalisateur, était venu dans une émission que j'animais il y a quelques années sur Twitch, parler cinéma et parler du cinéma qu'il aime. La vidéo est sûrement trouvable sur YouTube. Je pense que je vous mettrai, si je la retrouve, le lien en description. Comme ça, vous pourrez aller l'écouter si ça vous intéresse. Bref, Bel Enfant, ça m'intéresse grâce à elle, mais également parce que le film, dans sa bande-annonce, a l'air intéressant. To the Moon, très simple. Je suis fan de Channing Tatum. Voilà, j'aime beaucoup cet acteur, j'adore sa gueule, j'adore les films dans lesquels il joue, le personnage qu'il joue. Il y a aussi Woody Harrelson que j'aime plutôt bien. L'idée de ce film, si je dis pas de conneries, c'est lorsqu'il y a eu les premiers pas sur la Lune. Si jamais il y avait un problème technique, si jamais on n'était pas capable de le filmer, il y avait tellement d'attentes autour des gens qu'ils ont créé un studio fictif où ils allaient refaire la même chose pour de faux. Si jamais il fallait reprendre l'antenne, reprendre l'image et gérer une merde entre guillemets due à cet événement pour quand même faire croire aux gens. Donc c'est tout un truc un peu parodique, un peu du faux vrai entre guillemets, un peu dans le style humour américain. Je sais pas, ça me donnait envie. Le film n'a pas fait beaucoup de bruit. Il y a Channing Tatum, il y a également Scarlett Johansson. J'ai pas d'affection particulière pour elle, mais en tout cas elle est dans le film. Si c'est une tête d'affiche qui peut vous intéresser. Donc voilà, To the Moon, ça me donnait envie et il faudra que je le rattrape. Les 2 autres films, beaucoup plus mal distribués que ces 3 premiers. Le premier, je vais commencer par celui qui est le plus proche de moi, pardon, de ce côté-là, c'est Sons. Sons, c'est le second film de Gustav Mahler. J'espère que je le prononce bien. Pour vous le faire simple, Gustav Mahler, il avait fait un film qui s'appelle The Guilty. Il y avait eu, donc le film est sorti, je dirais 2015-2018 à peu près. Et il y a eu un remake il y a très peu de temps américain avec Jack Gyllenhaal. Le remake est pas bon parce qu'il fait l'erreur que n'a pas fait ce premier film et ce qui fait que ce premier film est extraordinaire. The Guilty, je vous en parle parce que c'est un film que j'aime énormément. Tout simplement, le personnage principal, c'est un policier de nuit qui reçoit les appels dans un centre d'appel. Et en fait, tout le film, ça va être un échange avec une femme qui dit avoir été enlevée et être bloquée dans une voiture. Et en fait, on ne va rien voir. On va que être sur cette conversation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui se passe? Comment il peut l'aider? Et c'est un vrai huis clos très très angoissant avec un beau retournement à la fin. L'erreur que fait l'adaptation américaine, c'est de nous mettre des scènes en extérieur. Et en fait, en faisant ça, oui, on voit le budget américain, oui, ça permet de mettre les scènes de tension réellement, mais du coup, ça fait que tout un questionnement de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, où est-ce qu'elle est, comment on peut l'aider et tout, tombe complètement à l'eau puisqu'on voit ce qui se passe en même temps. Bref, en dehors de ça et de ce petit taquet à la non-compréhension du remake américain, et bien là, c'est le deuxième film de cette personne, de Gustav Mahler, Sons. J'ai pas envie de vous en parler trop parce que je ne sais pas exactement de quoi ça parle. J'ai peur de spoiler en rentrant dedans puisque j'ai cru comprendre que c'était aussi un thriller dans le même style que The Guilty. En tout cas, n'hésitez pas à découvrir The Guilty, qui là pour le coup est un excellent film, et ensuite à aller découvrir Sons. Et si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé.
Et le dernier film, c'est Creation of the God 1. Là, j'ai pas eu de chance. Mon cinéma l'a fait en séance unique pour une nuit et j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir parce que j'étais pas disponible. C'est un grand blockbuster chinois sorti en fin d'année dernière en Chine. Il y a, je crois, 2 ou 3 films, enfin 2 ou 3 parties. Là, c'est la première. Et à ce qui paraît, c'est génial. C'est innovant, ça apporte plein de choses. C'est l'anti-Marvel par excellence parce que c'est un divertissement qui va aller toujours dans le plus, toujours dans la surenchère, mais constamment en étant intéressant dans ce qu'il propose, en ayant des vraies idées. Donc voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ce film. J'ai pas souvent l'occasion de voir du cinéma chinois. Je suis plus sur du cinéma coréen quand je vais du côté de l'Asie. Donc voilà, j'avais vraiment envie de voir ça et de voir un blockbuster produit de ce côté-là avec leur thématique à eux, leur culture aussi à eux. C'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. J'ai pas eu l'occasion de le voir. Je vais essayer de le rattraper, de le trouver quelque part, peut-être en support physique, peut-être malheureusement par l'illégalité, mais ça me permettra quand même de le voir et de le découvrir. Donc on verra si je vous en parle en fin d'année ou pas. Si vous avez eu l'occasion de le voir, et je serai content pour vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà les amis, un petit peu pour tout ce que je pouvais vous parler pour aujourd'hui. Ça fait une plutôt grosse vidéo effectivement. Je vais voir si je fais un petit peu de cut ou pas. En tout cas, dites-moi si ce format, si la longueur, si l'échange que j'essaye d'avoir avec vous, même si on reste sur une vidéo YouTube, c'est quelque chose qui vous plaît, si c'est pas trop long, voilà comment on peut améliorer ce format au fur et à mesure, peut-être par des images dynamiques, peut-être avec autre chose à l'écran, voilà. Vraiment, soyons dans l'échange, soyons dans la discussion. Je le rappelle pour ceux qui ont été jusqu'au bout, déjà je vous en remercie. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est la manière de soutenir cette chaîne, la manière de soutenir cette vidéo si elle vous a plu. Et en attendant les amis, moi ce que je peux vous proposer c'est de passer une très très bonne journée ou soirée selon quand est-ce que vous regardez ou vous terminez plutôt la vidéo, d'aller voir des films parce que c'est ça le plus important et surtout n'oubliez pas, les regarder c'est bien mais les comprendre c'est mieux. Ciao ciao les amis.